Dear. Valid people. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence de Dear Valid People. Dear Valid People, c'est une association, la loi 1901, qui a été créée en septembre 2023. Notre objectif, c'est de déconstruire le handicap et de la discrimination qui lui est liée, qui s'appelle le validisme, qui est le sujet qui nous amène ce soir et qui nous a amenés ici au quartier généreux depuis quelques fois déjà. On a eu l'occasion de créer ce cycle de conférences autour du validisme parce qu'on s'est rendu compte que c'est un terme qu'on emploie régulièrement, nous, dans l'association, mais qu'au final, les gens ne savent pas ce que c'est. On a déjà eu l'occasion de faire une première conférence pour parler validisme en général, sauf que cette conférence a duré 2 heures. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas refaire la même chose, mais en divisant en différentes catégories. Donc on a pu parler de validisme systémique, ordinaire, bienveillant, et la thématique de ce soir, c'est le validisme intériorisé. Petit détail technique, comme vous l'avez pu l'entendre, cette conférence a été enregistrée, sera rediffusée en podcast par la suite. Et aussi, cette conférence est participative, c'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro et vous pourrez poser votre question. Maintenant, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Damien Farjou. Je suis président de l'association de Dear Valid People. Et ce soir, pour parler du sujet du jour, je suis accompagné de Béatrice Prédillon. Ça va, Béatrice? Oui, ça va. Donc, moi, je suis Béatrice et je suis trésorière de Dear Valid People. Je suis malentendante et d'autres petites choses, pas forcément avec une étiquette dessus. Et donc, on fait c'est notre dernière conférence ce soir de ce cycle sur le validisme. Et j'avais envie de rappeler un petit truc un petit peu ce soir parce que Damien et moi, on a un petit peu chacun plusieurs casquettes. Et en fait, quand on fait ces conférences, on fait appel un petit peu à plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'on essaie déjà d'apporter un petit regard un petit peu sociologique sur la question du handicap, du validisme, etc. D'avoir un petit peu un regard, un petit peu un regard social, voire même professionnel. Mais aussi, en fait, on parle beaucoup de nos expériences personnelles qui sont très intimes. Mais en fait, c'est pas juste des petites expériences individuelles ou des petites anecdotes quand on parle de nos vécus personnels. Parce que Damien et moi, on n'est bien sûr pas représentatifs de tous les handicaps, on n'est même pas représentatifs de nos handicaps, j'ai envie de dire, parce que chaque expérience est hyper personnelle et chaque vécu est personnel. Mais par contre, en fait, les expériences qu'on a vécues dans notre vie par rapport à notre handicap, en fait, elles sont largement partagées et en fait, elles sont représentatives de mécanismes beaucoup plus larges. Donc, c'est pour ça, en fait, quand on arrive en parlant de ces expériences, on essaie de sortir du côté anecdotique et dire qu'en fait, ce qu'on vit, énormément de personnes handicapées, malades, peu importe les termes avec lesquels elles se définissent, en fait, vivent les mêmes expériences. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Oui. Et aussi, on part du principe que d'en parler sur un espace public comme ce soir, c'est aussi une manière de politiser ces expériences et donc ne plus les rendre individuelles, mais aussi les rendre collectives, parce que, comme a dit Béatrice, ça fait aussi écho. On n'est pas les seuls à vivre ces expériences-là. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien aussi à la communauté d'entendre
qu'il y a des choses qui sont vécues par d'autres personnes qu'eux-mêmes. Parce qu'on fait croire que le handicap, c'est quelque chose de à part. On fait croire que le handicap, c'est quelque chose qui n'est vécu que par la personne, d'où le modèle médical du handicap. Mais nous, ce qu'on on essaie de changer ça et de parler plutôt de modèle social, mais même de modèle collectif, de dire il n'y a pas une personne handicapée, il y a des personnes handicapées qui vivent des choses similaires. Alors pour les gens qui du coup arriveraient là et se diraient mais de quoi il parle, je redonne un petit peu de contexte. En fait, le modèle médical, c'est le modèle le plus présent dans la société, c'est-à-dire estimer en fait que le handicap c'est juste un problème individuel. On a un problème médical individuel et donc la société va essayer de nous proposer de nous guérir, de nous soigner, de nous redresser. Et en fait, dans les années 70, on a apporté un nouveau modèle, c'est le modèle social. Et le modèle social du handicap, c'est de dire que finalement, le handicap, c'est un manque d'adéquation. Merci. Inadéquation. Merci. Une inadéquation entre une personne et son environnement. Et donc, en fait, finalement, le handicap se situe pas dans la personne, il se situe dans le rapport à l'environnement. Et donc, en fait, on va plus essayer d'aller soigner ou réparer le handicap. On va essayer, en fait, de travailler sur l'environnement. Et donc, on passe d'un problème individuel à un problème collectif. Donc, ça change complètement la manière de percevoir la question du handicap dans la société. Donc, voilà, pour remettre un peu de contexte. Merci pour ce point théorique. Donc, comme vous pourrez le remarquer, Béatrice, c'est le point théorique de cette conférence. Et moi, j'apporte ce que je peux. Les blagues. Peut-être. Merci. Après cette petite introduction, peut-être qu'on pourrait parler d'un sujet de ce soir, donc le validisme intériorisé. Qu'est-ce donc le validisme intériorisé, Béatrice ? Alors, c'est vrai que déjà le validisme, il traverse un petit peu toutes les couches de la société, toutes les sphères. Donc, on s'en rend compte en fait dans les actes, dans les dispositifs, dans les lois, dans la façon dont la société traite les personnes handicapées, malades, grosses, âgées, etc. Mais ces façons de nous traiter ne sont pas que extérieures à nous. C'est-à-dire que quand toute notre vie, on a grandi avec l'image que le handicap, c'est quelque chose de forcément négatif, de forcément honteux, on s'imprègne de ça en grandissant. Et soit on est déjà handicapé et on apprend à vivre avec cette image du handicap qui est extrêmement négative, ou un jour on devient handicapé au cours de notre vie, et de la même manière, en fait, on va hyper mal le vivre parce que en fait, le handicap n'a pas une bonne image, il est considéré comme une mauvaise chose, voire comme carrément une malédiction. Donc voilà, c'est tout ce qu'on intériorise, tout ce qu'on absorbe comme une éponge finalement de l'image en fait négative du handicap. Oui, ou du manque d'image pour le coup qu'on peut avoir du handicap, c'est-à-dire que le handicap on le cache, on ne le montre pas dans les médias, dans les films, où on le montre de la mauvaise manière. Et en effet, tout ça, on l'intériorise, on le prend comme une éponge. En fait, de manière inconsciente, ça va nous créer des biais. Et des biais même nous, en tant que personnes handicapées, parce qu'en effet, le handicap, ça peut être de naissance, ça peut arriver au cours de la vie, à tout moment de la vie. Il y a un certain chiffre qui est particulièrement apprécié par notre vice-présidente, qui est dans les pays dont l'espérance de vie est plus de 70 ans, on vivra en moyenne 8 à 10 ans avec un handicap. Donc ça arrivera tôt ou tard. La société essaye de nous apprendre, nous faire croire que c'est plutôt tard. Il y a un amalgame entre les personnes handicapées et les personnes âgées. Comme quoi, être âgé et handicapé, en fait, c'est normal. Sauf que cette légende, ça vient aussi invisibiliser les personnes jeunes qui seraient handicapées. Et donc là, encore une fois, on revient à la question de l'invisibilisation. Et donc, en fait, si on est jeune et qu'on est handicapé, en fait, on est en mode non.
Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, c'est on n'est pas handicapé. On n'est pas handicapé avant 70 ans. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, il y a un autre chiffre, c'est que 85% des handicaps, en fait, arrivent après la naissance. Mais après la naissance, ça peut être à 2 ans. C'est simplement pour dire qu'en fait, il y a que 15% de handicaps qui sont de naissance et tout le reste arrive au cours de la vie. Voilà, ça peut être des accidents, les handicaps qui se développent, ça peut être des maladies chroniques, des troubles psy, peu importe. En général, ça arrive au cours de la vie. Et effectivement, on a tendance à associer handicap et l'âge. Moi, je me rappelle d'ailleurs que le jour où j'avais annoncé pour la première fois à une amie que je devais porter des appareils auditifs, on m'a répondu « Mais quoi ? Mais c'est pour les vieux !» Donc voilà, vraiment, il y a une association handicap, voilà. Donc ça fait partie justement, c'est cette espèce de validisme ambiant, toutes les petites remarques qu'on entend tout au long de la vie, qui ont un rapport avec ça. Et en fait, vous allez voir tout au long de la conférence que vous avez entendu des commentaires comme ça en permanence, que ce soit à la télé, dans votre entourage, dans les films, dans les livres, partout. Oui. Moi, dans mon cas, en tout cas, le handicap est arrivé plus tard dans la vie. À 17 ans, le diagnostic, mais le handicap réel était plus au niveau des 25. Et c'est vrai que durant cette période, en fait, entre 17 et 25, j'ai été dans une période de flou, en fait, de flou artistique où tu n'es pas handicapé, mais tu n'es pas valide non plus. Et en fait, je pense qu'il y avait un truc aussi de l'ordre où tu te bats un peu contre l'idée d'être handicapé. Non, t'es pas handicapé. Et ironiquement, à l'inverse des idées reçues, c'est à partir du moment où j'ai accepté cette idée d'être handicapé, d'avoir un fauteuil roulant, que ça a changé la vie. Mais tout ça, on le voit avec du recul. Et c'est effectivement, c'est une des premières choses en fait qui caractérise souvent en fait le validisme intériorisé, c'est-à-dire qu'en fait on va pas vouloir reconnaître son handicap, on va être dans le déni. Même si son handicap, comment dire, nous empêche dans plein d'aspects de la vie, on va se dire non, mais ça va, c'est pas très important. Et ce que Damien l'a vécu, moi je l'ai aussi vécu pendant de longues années, parce que j'ai été diagnostiquée, on va dire, sourde à 40% à 8 ans. Et de mes 8 ans, mes 25 ans, c'était le déni. Mais alors le déni complet, c'est-à-dire, bon, ok, j'ai un petit problème, mais ça va, je suis pas handicapée. Et donc, bien sûr, je ne vais pas en parler. Quand je fais répéter, je vais surtout pas dire qu'en fait, j'ai un vrai problème. Je ne vais pas avoir de temps supplémentaire en cours. Je ne vais pas en parler aux profs. Je ne vais pas en parler aux amis. Bref, je n'en parle à personne. Et donc ça, c'est vraiment, en fait, un mécanisme qui est complètement délétère, bien sûr. Parce que quand on ne parle pas de son handicap, ça veut dire qu'on est dans l'intériorisation, dans la honte de quelque chose dont on ne devrait pas avoir honte. Mais en plus, on passe à côté de plein de choses. On passe à côté des aides qu'on pourrait nous apporter. On passe à côté, en fait, de tous les besoins spécifiques que j'aurais pu exprimer. En fait, je les ai pas exprimés. Jusqu'à ce qu'un jour, un ORL me dise non, mais en fait, vous êtes à moitié sourde et il vous faut de l'aide. Et j'étais là, genre, le choc complet. Genre, quoi? Alors qu'en fait, ça faisait déjà très, très longtemps, en fait, que par exemple, j'allais plus au cinéma, que quand je regardais un film, il fallait mettre le son très fort, tout le monde me disait, baisse le son, c'est pas possible, que je faisais répéter tout le monde. Enfin, il y avait 10 milliards de signes, ils étaient tous là. Mais j'étais dans le déni complet, parce que pour moi, ça n'existait pas. Je n'avais pas de problème. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement partagé. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de reculer le plus possible le moment où on annonce d'avoir un handicap, où on le dit à la société, ou même juste où on l'accepte soi-même. C'est pour ça que je dis souvent, en fait, le handicap, c'est pas juste un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. En fait, c'est un processus. C'est un processus d'acceptation à différents degrés et de connaissance de soi, en fait, dans le rapport à soi. Et ça prend parfois des années, en fait, pour accepter son handicap et pour accepter, en fait, de demander des aides dont on a simplement besoin. Oui,
Tout à fait. Et moi, dans mon cas, je pense qu'il y a eu aussi un effet de chance, entre guillemets, de par le diagnostic. Moi, j'ai un diagnostic d'une maladie rare. Et c'est vrai qu'en fait, de suite, dans la tête des gens ou des médecins ou de la MDPH, ça met de suite des idées. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de problème avec la MDPH. Et je suis quasiment sûr que c'est parce que j'ai une maladie rare, qu'ils la connaissent et que tout va bien. Et je pense que j'ai aussi croisé des gens qui avaient un lien plus ou moins éloigné avec le handicap. Exemple qui me vient en tête, durant mes années post-bac, à l'IUT où je faisais mes études, en fait, une des profs a eu un cancer. Et de suite, en fait, ça a facilité, je pense, cette discussion, surtout quand cette dite prof à la première année est passée directrice à la deuxième année. Donc, je pense que ça a facilité les choses. Autre chose très facilitante pour moi, ça a été l'environnement, on en parlait tout à l'heure. J'ai fait des études en jeux vidéo, donc je devais utiliser un ordinateur principalement. Sauf que l'ordinateur, c'est mon outil en fait de compensation majeur. Si je n'ai pas d'ordinateur, mon handicap, il est plus que présent. Donc, je pense que tout ça, c'est un peu passé sous silence mon handicap, en tout cas pour moi. Parce que moi, j'ai commencé à le voir vraiment quand je suis arrivé ici à Montpellier, où mon appartement était en haut d'une montée. Bizarrement, le fait de monter et descendre tout le temps, j'ai commencé à me dire, ah oui, là en fait, il y a un truc. Il y a peut-être un petit truc. Et en fait, avant ça, c'était les gens autour de moi qui le voyaient, mais moi, je le voyais pas forcément. Est-ce que c'est une question d'intériorisation ou pas? Je vous laisse répondre à cette question. En tout cas, je trouve que c'était assez parlant et que à partir du moment où j'étais arrivé au point de non-retour, où je pouvais plus rester dans le déni, où en fait, pendant 1 an, j'ai été coincé dans mon appartement parce que je ne pouvais plus sortir en autonomie. C'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit, ouais, faut prendre le taureau par les cornes, en fait. C'est ça, en fait, je pense que souvent, le validisme qu'on a intériorisé nous pousse à des situations, en fait, où, à un moment donné, on se retrouve complètement bloqué. Moi, je vous ai parlé de l'étape des 25 ans, mais il y a eu des étapes encore après. Parce qu'à 25 ans, j'ai juste commencé à dire, hey, je vais peut-être commencer à annoncer aux gens que je suis malentendante. Donc, ça veut dire que parfois, de temps en temps, quand j'entendais mal et que je devais faire répéter, je précisais que j'étais malentendante, c'est tout. En fait, je ne faisais pas plus. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu d'appareil auditif parce que, bien sûr, oh mon Dieu, ne pas porter d'appareil auditif à 25 ans, ça ne se fait pas. Donc, voilà. Donc, j'étais encore vraiment dans une phase de l'acceptation très longue. Et en fait, ça a duré comme ça. Pareil, là derrière tous mes problèmes que j'ai pu avoir au travail, je reculais le plus possible le fait de faire une RQTH parce que quand même une RQTH, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà, je reculais. Et à un moment donné, comme toi, en fait, je me suis retrouvée au pied du mur, c'est-à-dire que c'est le Covid. Tout le monde porte des masques, je ne peux plus faire de lecture labiale et je suis dans l'incompréhension totale de mon univers. Et là, j'ai fait bon. Alors, je ne peux plus, je ne peux plus dénier. Je dois me faire appareiller. Et ce qui est très drôle, c'est, je crois que j'en ai déjà parlé dans une conférence, mais ce moment du Covid pour les personnes malentendantes dans le déni, ça a été vraiment le déclencheur. Je pense qu'il y a eu un pic d'achat d'appareils auditifs chez ORL, vraiment parce que on a tous été en mode c'est plus possible en fait de compenser par d'autres stratégies. Et voilà, ça a été le moment où finalement je suis passée à la dernière étape, c'est-à-dire vraiment accepter l'aide, parce que effectivement une des manifestations du validisme intériorisé, c'est à tout prix, il faut refuser les aides. C'est important, c'est une question un petit peu de Fierté. Ouais, de fierté complètement, c'est ça. C'est surtout pas moi me faire aider, alors que ce soit par des humains, par du matériel, voilà. Surtout, il faut pouvoir se débrouiller tout seul.
Ce qui est vraiment, on est d'accord, une grosse connerie, on va le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a besoin d'aide, on se fait aider, point. Mais le handicap nous pousse à surtout dénier cette aide et à la refuser. Mais je pense que ça, c'est de manière générale. On nous enseigne ne pas demander de l'aide, à être dans l'individualisation. Mais c'est vrai que dans le cas du handicap, ça prend une dimension où ça devient un danger. Ça devient dangereux de ne pas demander de l'aide et d'être dans une société qui nous éduque à ça, où on arrive à des questions qui peuvent paraître insolubles parce qu'on ne nous a pas offert cette idée-là de demander de l'aide. Il y a une amie en centre de rééducation, plus jeune que moi, qui commence déjà à se poser des questions. Comment elle va faire quand ses parents ne sont plus là? Parce que ses parents sont ses principales aides de vie. Je trouve ça fou de devoir se poser ces questions-là avant 30 ans, parce qu'en fait, on ne vient pas dire « Hé, l'auxiliaire de vie, c'est une solution viable. Essaye !» Alors après, on peut comprendre aussi qu'il y a certaines aides qui peuvent sembler envahissantes, qui peuvent nous sembler, voilà, entre guillemets, pas naturelles. Mais en fait, juste avoir une juste compensation pour son handicap, en fait, c'est normal. Et d'ailleurs, du passage légal dans la loi de 2005, la fameuse loi handicap qui sont sorties il y a 20 ans et qui n'est appliquée qu'à moitié, ils ont dit, en fait, ils ont posé le principe de vous avez un handicap, on a le droit de compenser son handicap. Ça fait partie, en fait, de nos droits en tant que personne handicapée, que nos handicaps soient compensés. Et quand on parle de compensation du handicap, on parle du fait de pouvoir être aidé financièrement, par exemple, si on ne peut pas travailler, de pouvoir être aidé par du matériel comme une canne, un fauteuil, des appareils auditifs, le fait d'être pouvoir aidé par, je sais pas, des chiens d'assistance. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nous aident à compenser notre handicap. Donc, on y a le droit. Et en fait, je trouve que c'est tellement dommage. Il y a tellement de personnes, en fait, justement à cause en partie de ce validisme intériorisé qui se manifestent comme ça, qui vont attendre vraiment la dernière minute, d'être vraiment dans un inconfort, voire de se mettre en danger presque, avant d'accepter en fait d'avoir accès à l'aide finalement. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça, moi, je milite vraiment pour que les gens se forment à cette question de validisme intériorisé, parce qu'on voit que ça crée un vrai changement en général dans la vie, ça crée des déclics progressifs, et notamment, par exemple, on parlait de besoins. Les personnes qui vont avoir honte de leur handicap, qui vont vouloir le cacher, elles vont en général chercher à nier ou à minimiser leurs symptômes. Voir aussi et leurs besoins, mais surtout de cacher ces symptômes. Et ça, par exemple au travail, de pas dire que on est en souffrance, qu'on a mal, qu'en fait on n'arrive plus à rester debout, ou que on a besoin de plus de temps de repos. En fait, on va se forcer souvent au-delà de ce qu'on peut faire. Et ça finit souvent par des situations au travail où en fait on va arriver au burn-out, on va arriver à l'arrêt maladie, on va plus pouvoir assurer parce qu'en fait on a passé trop de temps à faire non ça va, en serrant les dents. Ouais, on peut arriver à une situation qui serait tout aussi dramatique dans la tête des personnes valides, c'est la chute. Et la chute, je trouve qu'elle est sous-estimé, je pense, d'un côté, parce que on peut se faire très mal en tombant, mais qu'en même temps, les gens font trop non plus, je trouve. Moi, typiquement, qui suis en fauteuil roulant, mais qui a encore la capacité de me lever, de marcher, et qui, pendant un moment, était encore marchant, je n'avais pas besoin de fauteuil roulant. Je me forçais à marcher, je me forçais à marcher longtemps et il n'y a pas eu de drame, mais en fait la chute c'est aussi quelque chose de très psychologique dans le sens où de un ça peut créer une forme de trauma, je pense, où l'affect elle va être plus au niveau du psyché qu'au niveau physique. Il y a des chutes où ça nous fait pas mal physiquement, par contre psychologiquement c'est dur de s'en relever.
Et j'imagine bien que dans ton cas aussi, c'est-à-dire dans des handicaps qui sont un peu plus progressifs, où tu as un moment donné où tu es ambulatoire, où tu vas être entre la marche, la canne et le fauteuil, il y a vraiment, on a des gros préjugés intériorisés sur cette histoire de fauteuil. Et ça c'est vraiment terrible. Alors que le fauteuil, à la base, c'est un moyen de locomotion. C'est une facilitation, c'est une aide incroyable. Mais ce passage de dire de je peux encore potentiellement marcher ou avec une canne à je passe au fauteuil, beaucoup de personnes que je connais avec qui j'ai discuté, on en parlait vraiment comme d'un moment où elles recevaient des commentaires de l'entourage en mode non mais tu vas pouvoir en gros tu vas pouvoir résister au fauteuil comme si c'était un choix. Et il y a une image du fauteuil qui est hyper négative en fait. Vous avez souvent entendu le clouer dans le fauteuil, le fameux clouer dans le fauteuil ou Je peux en effet raconter le parcours que ça a été de choisir un fauteuil roulant. C'est déjà se lancer dans la demande MDPH, faire la première demande d'un fauteuil roulant et d'avoir une ergothérapeute qui vient chez soi. Et en fait, on est totalement dans l'inconnu aussi, où on nous conseille de demander des choses, mais on ne sait pas du tout ce que c'est à l'époque. La PCH, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et on me l'a donné, et pendant des années, je ne m'en suis jamais servi. Parce que je ne savais pas à quoi ça servait. Parce que je pense non plus que je n'avais pas l'idée en tête que ça pouvait me servir. Encore dans l'idée de, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Je peux m'en sortir tout seul. Au niveau du fauteuil, en effet, j'ai eu droit au même stéréotype que tout le monde a eu, que le fauteuil roulant, c'est pas bien. Et tellement bien que, en fait, moi, quand j'ai fait mes premiers essais, j'ai voulu un fauteuil manuel. Parce qu'en fait, j'avais l'idée que non, fauteuil électrique, j'en suis pas encore là, entre guillemets. Sauf que quand j'ai fait des essais de fauteuil manuel et que j'étais en haut de ma côte, j'ai très vite compris que non, ça n'allait pas être possible parce que moi, j'ai une asymétrie musculaire. J'arrive pas à rouler droit, en fait, avec un fauteuil manuel. Donc, j'ai choisi un fauteuil électrique, quoi, tout simplement. Encore une fois, ça a été être mis sur le fait que j'ai fait, ouais, non, en fait, ça va pas être possible. Et depuis que je suis en fauteuil roulant, même électrique, en fait, c'est là où j'ai recommencé à vivre, où j'ai recommencé à faire plein de trucs. Enfin, pour l'anecdote, la première année du fauteuil roulant, je suis parti à Berlin, à Toronto, et je pense que c'est tout ce cheminement à ce moment-là qui a permis de faire ce que je fais aujourd'hui aussi et d'être devant vous ce soir. Donc, non, un fauteuil roulant, c'est pas grave. Je pense que c'est pas simple aussi pour toutes les personnes qui ont des handicaps fluctuants. Alors là, carrément, c'est le festival de l'illégitimité parce que y a des jours où en fait tu es en fauteuil roulant, où tu ne peux pas sortir de ton canapé, et puis il y a des jours en fait où tu peux aller gambader, marcher, bosser, etc. Et là, ça devient encore plus compliqué, le sentiment comme ça d'intériorisation de il y a quelque chose qui va pas, parce que tu es un petit peu à mi-chemin entre certains jours valides et certains jours fortement entre guillemets handicapés. En effet, expliciter certains acronymes, donc j'ai parlé de la MDPH régulièrement, Maison départementale des personnes handicapées. C'est un peu notre centre des impôts à nous. Voilà. C'est-à-dire que QG. Toutes les demandes en lien avec le handicap, on les fait à eux. Et la PCH, en fait, est attribuée donc par les MDPH qui sont départementales. Et en fait, la PCH, c'est une aide financière qui est accordée justement pour la compensation du handicap. Donc, la PCH, elle va couvrir les auxiliaires de vie, une partie des achats des fauteuils, du matériel, etc., avec des montants qui sont aléatoires, avec des délais qui sont encore plus aléatoires. Ne disons pas de mal de MDPH, mais voilà. c'est un petit peu le principe. Aussi en fonction des territoires. La notion de départementalisation elle touche aussi les MDPH. Moi, en étant ici, j'ai accès à des droits que je n'aurais pas forcément accès ailleurs. Donc ça vient aussi empêcher peut-être les gens handicapés de déménager, par exemple. Si tu déménages, tu as un risque
de ne pas avoir les mêmes droits. Et en plus de ça, le transfert de dossier à la MDPH, j'ai pas envie de me risquer, moi, personnellement. Et pour reprendre sur les différentes manifestations aussi, même quand on va dire qu'on accepte bien son handicap, imaginons qu'on est on est décomplexé de son handicap et tout va bien, etc. On peut aussi être validiste envers d'autres handicaps que le sien. Se dire ah ouais mais moi ça va, mon handicap il est léger, je gère bien, mais alors lui ouh là. Donc on peut aussi nous-mêmes en fait hiérarchiser les handicaps, ça c'est un truc qui est hyper courant, c'est finalement faire une espèce de hiérarchisation entre les handicaps légers et voire cool, les handicaps un peu plus importants et puis les handicaps oulala on n'a pas envie d'en parler. Donc en gros on se fait une espèce de hiérarchie comme ça mentale qui d'ailleurs est faite de manière générale dans la société. Les gens ont tendance à hiérarchiser comme ça le handicap et en fonction des capacités, etc. Ce qui est extrêmement donc validiste, mais ça, il a fallu, moi personnellement, que je me penche aussi sur la question du validisme il y a 6 ans en arrière, pour me rendre compte à quel point en fait ma vision de la société était complètement biaisée par ça, ma vision de moi-même et la vision des autres, parce que on m'avait appris justement cette histoire de handicap léger, handicap lourd. Je me rends compte aujourd'hui que c'est plus un espèce de grand spectre. Et il y a une espèce de grand spectre de la validité, et puis parfois on en rentre, on en sort, parfois on a ce point-là, et puis on revient là, et ça c'est quelque chose qui nous aide beaucoup mieux à comprendre en fait que c'est toutes les situations d'état de santé qu'on vit, en fait c'est juste des variables normales de la vie. On est un état ou un autre à un moment donné, et qu'en fait c'est ok, et qu'il n'y a pas besoin de hiérarchiser, il n'y a pas besoin de surtout pas dire que certaines vies valent mieux que d'autres, parce qu'en fait c'est ça le comment dire le bout du validisme, en fait l'effet négatif dans la société, c'est d'hiérarchiser les vies en fonction de ce qu'on est capable d'apporter, d'être productif, d'être d'être dans la société. Et ça, comme je disais, ça, on s'en imprègne complètement, et ça veut dire aussi qu'on va lier notre propre valeur par rapport à notre capacité d'agir ou notre capacité d'être, en fait, finalement. J'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu viens de dire. Notamment, en effet, le fait que le modèle médical, il biaise énormément, mais l'ensemble de la société. C'est-à-dire que moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon diagnostic d'avoir une maladie rare qui m'a permis d'avoir des avantages, entre guillemets, mais je pense que ça vient aussi d'une vision bizarre où à la fois on vient individualiser le handicap, mais en même temps je trouve qu'on va aussi avoir tendance à le rassembler, et parce que j'ai un certain diagnostic, on va me ramener à une image générale qu'on a sur cette pathologie, et les gens vont se faire une idée sur mes capacités. Parce que forcément, c'est toujours ça qui est au centre des capacités. Quand on a un handicap visible, on n'est pas capable. Quand on a un handicap visible, on est capable. Et c'est peut-être pas si simple. Donc, il y a cette première chose. Et quand tu parles de la relation aux autres personnes handicapées, on arrive à des degrés, pour moi, qui frôlent l'humour, en fait. Quand tu as des personnes en fauteuil roulant qui viennent te dire fièrement « On vend le torse !» Non, moi, je ne suis pas handicapé. Ah, on m'aurait menti. On peut arriver à ce genre de paradoxe parce que je pense qu'aussi la société nous a mis cette définition négative du mot handicap, du mot handicapé, que non, ce n'est pas souhaitable, alors qu'en fait, handicapé, c'est juste une partie d'une identité sociale de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui va entièrement nous définir, c'est la société qui va entièrement nous définir par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'expression en situation de handicap. J'ai l'impression que quand on dit
personnes en situation de handicap, on cherche juste à éloigner le mot handicapé de nous. Alors que moi, personne handicapée, en fait, ça me va très bien et c'est pas grave, c'est pas un sujet en fait. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que cette formulation, j'ai toujours l'impression que c'est un peu trop une espèce de politesse, mais qui essaie de cacher le mot handicap. Et ça, en fait, ben voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont contre lesquelles il faut lutter. C'est déjà de donner en fait une connotation négative au mot handicap, au mot maladie, à tout ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif, moi personnellement aujourd'hui, mais aussi parce que j'ai derrière moi 6 ans de réflexion, de construction sur ce sujet. Pour moi, je ne perçois plus le handicap comme quelque chose de négatif en moi. Alors, je dis pas que c'est tous les jours génial d'être à moitié sourde, mais juste, en fait, mon handicap, il fait partie de moi, il fait partie de mon parcours de vie, de mon parcours militant, et je pense que y a plein de gens incroyables que j'aurais pas rencontrés si j'étais pas handicapée, je serais pas là ce soir sur cette scène. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie aussi grâce à mon handicap. Et en fait, du coup, voilà, il fait partie intégrante de moi, et je suis pas sûre que je voudrais m'en débarrasser complètement. Et ça, c'est un peu le point qu'on espère atteindre un jour avec notre handicap. Mais voilà, il m'a fallu des années pour arriver à 30 ans de ma vie, pour arriver à ce stade-là, finalement, à ce stade où c'est complètement, je suis complètement OK avec ça. Mais ça, après, on le verra un peu à la fin de la conf. On va essayer de faire un peu du prosélytisme, de pourquoi vous devez combattre votre validisme intérieur. Mais ça sera pour la fin de la conférence. Mais pour finir un petit peu sur les manifestations, il y a aussi, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait citer. Il y a le fait de la culpabilisation d'être handicapé, de pouvoir, par exemple, moins aider, moins faire certaines choses, ne pas suivre ses potes, sa famille ou je ne sais quoi. Et voilà. Et puis ce côté de s'empêcher aussi parfois de faire des choses à cause de notre handicap, en se disant que voilà, que c'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera pas. On n'a pas le droit. Qu'on n'y a pas le droit. Il y a encore la question, je pense, du droit, parce que le droit des personnes handicapées, on en parle pas, ça fait partie, encore une fois, des invisibilisés, des impensés. Et l'impensé qui va derrière ça, c'est la possibilité d'être heureux avec un handicap aussi. Tu le disais, ton handicap n'est pas génial, mais tu es génial et c'est aussi grâce à ton handicap. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, c'est que le handicap est une partie de quelqu'un, comme un métier, comme qui fait partie de toi, de ton vécu, de tes rencontres. Comme tu as dit, il y a des gens que je n'ai jamais rencontrés sans le handicap. Je pense que je ne sais plus ce que je veux dire, mais je suis sûr que tu vas rebondir ce que je viens de dire. Je pensais justement en rebondissant que on se rend pas compte à quel point ça influence en fait plein d'aspects de notre vie. Par exemple, moi, au moment où j'ai attendu un petit garçon, en fait, j'étais enceinte en même temps qu'une autre personne de ma famille et on était toutes les deux à demi sourdes. À part que moi, je l'étais depuis longtemps et elle, ça s'était provoqué 1 an ou 2 avant. Elle avait une baisse d'audition très rapide et donc on était toutes les deux enceintes en fait à se poser plein de questions en mode en fait, est-ce qu'on va être une bonne mère en étant malentendante? Est-ce qu'on va entendre notre bébé pleurer la nuit? Est-ce qu'on va arriver à entendre quand il va commencer à parler? Et en fait, on doutait de nos compétences en tant que futurs parents à cause de notre surdité. Donc vraiment, je me rends compte à quel point voilà, ça a influencé plein de choses de ma vie, dans mes relations sociales, dans mon évolution professionnelle. Ça nous accompagne en fait, ce validisme intériorisé, ça nous accompagne tout au long de notre vie finalement. Ça y est, je retrouvais ce que je voulais dire. Quand tu parlais de culpabilité tout à l'heure,
Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, notamment durant ce moment de flou, avant d'être en fauteuil roulant, où en fait, je culpabilisais de progresser, que la maladie progresse, qu'elle me change, qu'elle m'obligerait un jour à être en fauteuil roulant. C'est le cas. Ça y est, ça fait 10 ans et tout va bien. Et j'ai aussi vécu ce grand truc de ne pas me donner le droit de faire des choses. C'est encore le cas, je pense, aujourd'hui. Peut-être pour d'autres raisons aussi. Peut-être parce que je fais déjà suffisamment de choses. Mais en tout cas, avant ça, il a fallu que je me prouve à moi-même que j'étais encore capable de faire des choses, que j'étais encore capable de travailler. J'ai commencé par un service civique. J'ai trouvé des solutions comme ça petit à petit et que ça m'a appris aussi de dire, il y a des solutions en fait. Il y a des solutions. Si j'ai envie de faire un truc, ne pas me dire non, je peux pas le faire parce que la solution va pas se présenter à moi par magie. Mais c'est de réfléchir, de dire ouais, je peux faire ça, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Et ça apprend la patience aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je fais, c'est que je me suis appris à me donner le droit et que, en fait, tout est possible. Et d'ailleurs, on a rebondi sur plein d'idées là au cours de cette conférence, mais un des effets délétères dont je voulais parler, parce que ça a aussi des effets très concrets, le validisme intériorisé, en fait, c'est que ça va nous pousser à masquer notre handicap, à faire toute une stratégie de masking. Alors, ce qu'on appelle le masking, en fait, c'est du camouflage social. Ça veut dire en fait que dans des situations sociales, on va simplement essayer d'adopter plein de stratégies pour que les gens ne voient pas qu'on est handicapé. Donc, c'est pas forcément possible pour tout le monde, bien sûr, mais en l'occurrence, c'est possible, par exemple, pour les personnes neurodivergentes, c'est-à-dire les personnes avec des troubles du spectre autistique, les personnes avec des troubles 10, voire les personnes avec des troubles psy, ou les personnes comme moi qui sont malentendantes. C'est-à-dire que moi, justement, comment j'ai fait de 8 ans à mes 25-30 ans pour passer pour complètement valide dans la société, c'est parce qu'en fait, j'avais plein de stratégies. Et en fait, ça, j'ai mis aussi du temps à le décrypter parce que c'est aussi un travail de dire, mais en fait, si jusque-là, les gens te disaient « Ah ouais, mais c'est vrai, t'es malentendant, je m'en étais pas rendu compte », ce qui, chaque fois, me faisait me remettre en question, genre « Est-ce que je suis vraiment malentendante ?» Si les gens s'en rendent pas compte, des grandes questions existentielles. Mais en fait, c'est juste que j'avais des stratégies que j'avais mis en place, notamment la stratégie géniale de faire semblant, en fait, simplement. Donc, quand les gens me parlaient, je faisais semblant avoir compris, avec plein d'onomatopées et de sourires et d'acquiescence et de oui, et de froncement de sourcils. Donc ça marchait génial. Après, j'avais des stratégies, bien sûr, d'évitement, d'éviter certaines situations sociales bruyantes, etc., pour éviter de me retrouver dans des situations de difficulté. J'avais aussi des situations où j'avais toujours, dans toutes les situations sociales, un allié ou une alliée à côté de moi. Quelqu'un qui me répétait à l'oreille ce que les autres disaient. Donc, en cours, j'avais une pote qui était tout le temps à côté de moi en amphi, et je me penchais, il a dit quoi le prof ? Il a dit quoi le prof ? Et cette personne avait beaucoup de patience, et c'est grâce à elle que j'ai pu noter mes cours. Donc voilà, au cinéma, c'était la personne qui était à côté de moi au cinéma qui me répétait la moitié des répliques. Donc voilà, je trouvais toujours des alliés. Après, j'utilisais aussi l'autodérision, c'est-à-dire que dès que les gens captaient que je répondais complètement à côté de la plaque et commençaient à rire, je déclenchais le truc en rigolant, en faisant c'est tellement drôle de raconter, de pas savoir ce qu'on dit. Donc voilà, j'avais plein de trucs comme ça que je mettais en place, et notamment, par exemple aussi, la lecture labiale. En fait, c'est une stratégie inconsciente. C'est-à-dire que personne m'a appris la lecture labiale, c'est juste que mon cerveau s'est dit « Oh, regarde, quand ça bouge, on arrive à comprendre ». Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil des années et qui me permettait d'arriver à reconstituer une partie du puzzle des discussions en me disant alors, j'ai compris ce mot-là, dans ce contexte-là, ça doit vouloir dire ça. Et voilà, et mon cerveau faisait la reconstitution du truc. Mais ça, effectivement, en fait, ça a un coût. Et ça, il m'a fallu du temps pour me rendre compte, c'est un coût, parce que quand on masque de plein de manières différentes son handicap, en fait, c'est un coût sur son énergie,
À la fin de la journée, en fait, on est crevé d'avoir masqué. Et puis, ça a un coût, en fait, mental sur soi, en fait, parce que à force de masquer, déjà, on ne sait plus qui on est. On ment tout le temps aux gens pour faire croire que tout va bien. Et en fait, ça a un impact sur notre santé mentale. Et je pense qu'aussi, ça vient confronter le validisme des autres de la société. En fait, c'est un cercle vicieux qui vient s'auto-alimenter. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de moi, je suis pas handicapé, le résultat, ça vient des gens qui viennent nous dire fièrement mais vous n'êtes pas handicapé, en fait. En pensant que c'est un compliment. Et non, en fait, ça allait pas, parce que c'est pas censé être un compliment ou un dénigrement de dire qu'on est handicapé ou pas, c'est juste un fait. Je pense qu'il y a un aspect aussi très émotionnel toujours qu'on met sur le handicap qu'il faut réussir à enlever, c'est que c'est factuel d'être handicapé ou de ne pas l'être, et donc il n'y a pas de fierté ou de honte à être ou à ne pas l'être. Il y a souvent des gens qui ont honte de dire qu'ils sont valides. Je pense que c'est aussi l'une des raisons que le mot valide n'est pas utilisé aujourd'hui. Par contre, handicapé, ça n'est pas de problème. En situation de handicap, soyons politiquement corrects. Mais par contre, valide, je pense que ça vient scratcher, j'ai pas le terme français, ça vient les gratter. On parle de white fragility, la fragilité blanche. Dans le cas des personnes noires et du racisme, je pense que là, il y a un peu la même chose de l'ordre de la fragilité handi, peut-être, on pourrait dire. Ou non handi, plutôt. Mais en tout cas, ce que tu dis, en fait, ça m'évoque le fait que finalement, c'est souvent une question d'image de soi, d'image qu'on donne aux autres, et l'image finalement qu'on a de soi-même. Et ça, c'est pour ça que c'est hyper important en fait d'arriver à travailler dessus et d'arriver à sortir de là, parce que en arrêtant en fait de s'apitoyer, de masquer, d'avoir le droit juste d'être nous-mêmes avec notre handicap, avec ses hauts et ses bas, sans chercher forcément à performer quelque chose, à faire semblant d'être ou à moitié valide ou d'être l'image du bon handicapé qui est toujours sympa, souriant, qui cherche à dépasser son handicap parce que c'est génial de dépasser son handicap. Mais voilà, en fait, c'est tout un espèce d'univers comme ça qu'on se construit, et quand on laisse tomber tout ça, quand on laisse tomber tous ces artifices et qu'on se dit en fait voilà, c'est juste moi mon handicap, et en fait c'est juste ok de le dire. C'est juste ok de dire j'ai besoin de ça. Comme tu dis, c'est factuel en fait. C'est à un moment donné, il faut sortir le handicap du champ de l'émotion et se dire voilà, c'est juste quand on est myope, on met des lunettes, et puis quand on n'arrive pas à marcher, on prend une canne, et puis voilà. Et en fait, c'est tout. Ça devrait se résumer à ça la plupart du temps. Mais voilà, c'est super. C'est super important en fait d'en entendre parler, parce que je pense que beaucoup de personnes handicapées, en plus de pas forcément connaître cette notion de validisme, qui pourtant leur pourrit la vie au quotidien, n'ont encore moins cette notion de validisme intériorisé, et c'est quelque chose qu'on voit apparaître aussi sous d'autres formes, parce qu'il y a de la grossophobie intériorisée, il y a de la misogynie intériorisée. Tout ça, c'est des choses dont peut-être on a entendu un peu plus parler, mais en tout cas, il y a des mécanismes qui sont très très similaires, qui sont de l'ordre du déni, de la honte, de la culpabilisation, de pas avancer ses besoins, tout ça. Et on va parler un petit peu de en quoi ça nous aide en fait, justement, pour finir cette conférence. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on arrête d'être dans la honte et dans le déni? Parfois en fait c'est une forme, en fait, on le dit entre nous, de coming out. C'est-à-dire que c'est là je fais un petit peu le rapprochement. En fait, les luttes anti-validistes sont très proches des luttes queer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses en commun, on s'est beaucoup apporté les uns aux autres. Et notamment, on a un peu le sentiment, quand on vient annoncer aux autres en fait qu'on a un handicap qu'on masquait depuis
hyper longtemps, on a un peu l'impression finalement voilà, de sortir au monde et de révéler quelque chose. Et c'est une étape en fait qui est très similaire en fait à un coming out, parce qu'on va socialement dire mais en fait j'ai un réel handicap, en fait j'ai une RQTH, en fait j'ai des besoins d'accessibilité. Et ça, en fait, c'est une étape sociale qui est assez marquante en général dans notre vie. Tu parlais de révéler une partie de soi et c'est totalement ça. Moi, je pense que le validisme panthéorisé, en fait, ça nous empêche d'être nous-mêmes et de se le dire aussi, d'être nous-mêmes, que c'est OK d'être soi-même, qu'on va avoir des moments donc de culpabilisation, de déni, mais je pense que ça peut aller jusqu'à la dépression. Moi, dans mon cas, je pense que d'avoir été coincé dans mon appartement pendant 1 an, ça met pas dans les meilleures conditions mentales, et que d'être en fauteuil roulant mais d'être dehors, clairement. Et je pense qu'aussi ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Alors on a l'impression de peut-être repartir à un niveau bas pour arriver à un niveau haut, mais pour moi le validisme intériorisé aussi, ça nous empêche de faire quelque chose de l'ordre de se donner le droit de répondre à des gens, le droit de prendre de la place, parce qu'on a peur de prendre trop de place, parce qu'on est handicapé, parce que nos besoins seraient trop grands à combler. Mais ça, je pense que c'est un mensonge de la société qui nous fait croire que c'est trop grand, trop gros, alors que en fait, on se rend compte quand on réfléchit vraiment des solutions, pas tant. Pas tant. En fait, c'est possible si on anticipe, si on prend le temps de. Et pour aller sur le sujet dont tu parlais, comment ça fait du bien de se le réapproprier aussi. Moi, je pense que de me réapproprier mon handicap, ça m'a donné une forme de créativité, de par la radio, de par l'association aujourd'hui qui est partagée par d'autres, qui est partagée par là avec vous ce soir aussi. Et quelque chose d'autre que je me suis réapproprié qui pourrait presque être un impact du validisme intériorisé, tu parles du racisme, c'est l'autodérision, où moi qui fais du stand-up, les blagues sur le handicap, je les connais. Est-ce qu'il y a des bonnes blagues sur le handicap ? Pas sûr, parce qu'elles sont rarement faites par des personnes concernées. Je suis d'accord. Je me souviens de quelques humoristes, justement, qui avaient fait des blagues absolument atroces sur le handicap et qui n'étaient pas concernés. C'est pour ça aussi que c'est important que ce soit des personnes handi qui fassent de l'humour là-dessus, parce que là, au moins, c'est qualitatif. Ce sont des vraies blagues qui font rire. Et puis au moins, ça dit quelque chose. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le stand-up, il y a ça, c'est maintenant des blagues qui disent des choses de la vie. C'est important. Et je viendrai citer l'autre Tignon, donc qu'on connaît bien à Dear Valley People, et qui a dit quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que la frontière est toujours fine entre l'autodérision et l'autodénigrement. Et comment réussir à trouver un humour qui n'est pas oppressif, même pour soi-même, dans le cas du validisme ou racisme, sexisme intériorisé. Ouais, ça, c'est effectivement c'est un gros sujet. Mais finalement, si on aimerait que vous reteniez quelque chose de la fin de cette conférence, c'est de dire que on va pas nier que le handicap peut avoir des aspects négatifs sur nos vies, que le handicap parfois on en a marre, qu'on est fatigué, qu'on a des douleurs, ou qu'on en a marre d'être isolé, incompris. Il y a plein d'aspects négatifs dans le handicap. On va pas le cacher. On va pas cacher les difficultés individuelles qu'on peut avoir. Mais en fait, quand on apprend en fait à travailler sur ce validisme intériorisé, en fait, ça va vraiment venir changer plein de choses en nous. Ça va venir changer plein de choses en fait sur notre trajectoire, sur notre façon d'être, notre façon de vivre. Et moi, vraiment, je
je conseille à toutes les personnes handicapées que je croise en mode, hey, tu connais le validisme intériorisé? C'est un sujet qu'il faut que tu creuses. Et je sais pas d'ailleurs s'il existe des ressources spécifiques dessus. Peut-être que ce soir, la conférence qu'on fait, ça sera une première ressource sur le sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi qui a été vraiment une source d'apaisement, une source en fait de construction personnelle, d'arriver à vivre avec mon handicap et plus toujours d'essayer de le combattre en permanence comme si c'était une part de moi qu'il fallait éjecter. Parce qu'en fait, le handicap, il fait partie de nous et comme on dit, c'est factuel. Ouais, je pense que c'est aussi une manière de mettre des lunettes sur le monde. De manière générale, quand on prend conscience du validisme, mais quand ces lunettes, on les met aussi sur soi, qu'on réfléchit sur notre validisme intériorisé, mais encore une fois, de manière factuelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une grosse pression d'être une bonne personne. Bon, en fait, moi, depuis que je me suis laissé le droit d'être une mauvaise personne, je vois beaucoup plus ce qui ne va pas chez moi, en fait, et que j'essaye de les changer. Parce que bizarrement, si on ne voit pas ce qui ne va pas chez soi, on ne peut pas les changer. Il faut voir les problèmes avant de trouver la solution. Et puis ça peut permettre aussi de voir aussi l'impact sur les autres, aussi sur notre entourage, parfois de voir en fait comment ils réagissent quand on accepte vraiment notre handicap et qu'on ne s'excuse plus d'être handicapé, en fait, simplement. Voilà. Oui, c'est ne plus travailler contre le handicap, mais travailler avec. Et en effet, de montrer le bon exemple, encore une fois, je pense que ça vient faire du tri sur les gens qui nous suivent dans cette nouvelle dynamique, les gens qui n'arrivent pas à nous comprendre et en fait qui stoppent juste, qui ne posent pas de questions. Et aussi, une des dernières choses que ça apporte, en plus d'améliorer son rapport à soi ou d'améliorer la façon dont on vit le handicap, je pense que la dernière chose, c'est que ça nous fournit en fait des outils, ce qu'on pourrait appeler des armes intellectuelles, pour se défendre contre, entre guillemets, les personnes en fait qui pourraient nous discriminer, nous oppresser. C'est-à-dire que quand on a conscience, par exemple, de ses droits en tant que personne handicapée au travail, et on va arrêter de se faire marcher sur les pieds finalement. C'est le moment finalement aussi où on fait un petit peu la bascule et de se dire, en fait, je suis plus en position d'encaisser les coups. Maintenant, je suis en position aussi de pouvoir rendre les coups et de pouvoir me défendre en fait quand on porte atteinte à mes droits, quand on m'empêche d'évoluer, quand on m'empêche d'avoir accès à mes aides, etc. Et ça, je le vois vraiment quelque chose comme une conséquence pour moi la plus positive. Notamment, j'avais discuté avec une copine qui avait participé à la création de l'association Les Dévalideuses, dont je fais aussi partie, et qui disait qu'elle avait un grand ado et qui, elle disait, il a continué à suivre ce que vous faites, il regardait toutes vos ressources, et en fait, quand un de ses profs lui fait des remarques, etc., en fait, ça lui a fourni des outils pour répondre à son prof et pour rester fort devant lui et se défendre par rapport à son handicap. Et ce jour-là, j'étais là, genre, avec la larme à l'œil, genre. Parce que en fait c'est ça en fait, c'est d'arriver à se défendre soi-même et en disant que qu'on a le droit de prendre notre place et d'exister et d'être qu'on mérite autant que les autres. Alors, vous avez été très sage durant la conférence, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Oui, parfois, effectivement, des questions qui arrivent pendant la conf. Mais là, je pense que on arrive à la fin. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, des choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir, ou ça peut être juste, raconter une anecdote perso ou poser une question, n'hésitez pas. Merci déjà pour votre conférence et le thème abordé qui est très important. Et justement, je voulais participer parce que je pense qu'il y a aussi des périodes dans notre vie où en fait on est un peu entre les deux, entre deux chaises presque, où en fait on sait qu'on ne peut pas continuer comme avant et où on doit faire des aménagements et en même temps on n'est peut-être pas
complètement en adéquation avec les aménagements qui doivent être faits. Et on a des rêves aussi, potentiellement une vie idéale. Et c'est très dur en fait de savoir est-ce que on se lance en sachant que potentiellement on va devoir aménager, potentiellement on va se cracher, ou alors est-ce que on tente rien et on reste dans notre coin au final. Et je pense que c'est le problème de se dire qu'on reste dans notre coin, parce que c'est vraiment on est isolé en fait en pensant comme ça, alors que comme vous dites, le handicap c'est quand même aussi sociétal. Donc je pense qu'il y a quand même des moments où dans la vie c'est compliqué de savoir en fait, et il faut se lancer. Merci. Moi, ce qui me fait réagir, ce que je pense quand tu racontes ça, c'est qu'il y a cette idée aussi que dans ce process où on accepte son handicap, il y a des moments où on fait des petits deuils, des petits deuils de ce qu'on aurait pensé être la situation idéale ou le corps idéal qui fonctionne bien, et ça fonctionne comme ça aussi. On avance avec en disant bon, alors ça c'est pas possible, mais on va trouver une autre solution, et en fait on trouve d'autres voies et on crée nos propres chemins au fur et à mesure. Mais il y a toujours comme ça des petits moments, comme tu dis, où on a un peu les fesses entre des chaises et qu'on essaie d'avancer en trouvant les meilleures options pour nous. Et parfois, voilà, ça demande un petit peu de temps. Oui, cette question me fait totalement écho, hein, parce que moi, avec la progression, la maladie, la dégénérescence, en effet, c'est posé. En fait, moi, je te dirais la seule réponse, c'est d'essayer, en fait. Et quitte à de planter, c'est pas grave. Parce que ce qu'on n'enseigne pas non plus dans la société d'aujourd'hui, outre tout ce qu'on vient de dire, c'est la valeur de l'échec. Échouer, c'est important. Si tu n'échoues pas, tu ne sais pas que tu as réussi. Donc, moi, je te dirais, essaye, quitte à te planter. Et puis, sur le moment, tu as toujours des choses que tu peux changer. Il y aura toujours des choses que tu n'auras pas prévues non plus. Faut oublier cette illusion de contrôle qu'on peut avoir sur nos vies. Il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas prévues. Enfin, moi, typiquement, j'ai une anecdote qui me vient en tête, mais quand j'étais en voyage à Londres et que j'ai ma batterie de mon fauteuil roulant qui est tombée à 1 barre sur 5 alors que j'étais au milieu de Londres, mais que j'habitais, mon Airbnb était dans l'agglomération, j'étais en mode est-ce qu'on va y arriver? J'ai réussi, et plus récemment, en fait, j'ai eu des soucis de batterie qui faisaient que je tombais en panne régulièrement. Et en fait, quand on apprend que tomber en panne, c'est pas la mort, ça change tout. En fait, j'ai plus peur de tomber en panne. Non. Je suis en mode, si je tombe en panne, il y aura une solution à un moment donné. Au pire, j'appelle des pompiers, mais j'en suis jamais arrivé là encore. Yes, merci. Je veux juste interagir avec ce que tu dis parce que je suis évidemment d'accord, mais je pense qu'il y a un petit processus aussi de déconstruction du rapport à l'aide. Genre, t'acceptes quand tu deviens... Oui, tu acquiesces. T'acceptes... Enfin, en fait, quand tu deviens handi, enfin, tu deviens ou que tu es handi, mais que tu as vraiment pris conscience du validisme et aussi de toute la force que le handicap t'amène dans la faiblesse, entre guillemets. Parce que c'est là aussi l'état, enfin le moment dans lequel là on parle et vous parlez, c'est aussi ce moment-là où vous avez aussi accepté, accueilli plein de trucs, fait des croix sur d'autres trucs. Enfin, il faut aussi le dire que c'est tout un process et que c'est un cycle et des étapes de vie. Hein, on est d'accord, c'est pas du tout au tout. À partir du moment où on a un diag et bam, le lendemain c'est bon, on est trop creep et on est trop fier. Non, ça, il y a un process quand même. Mais du coup, je trouve que, enfin, moi, ce que amène le handicap et je trouve qu'il devrait être de plus en plus valorisé dans la société, c'est ce rapport à l'aide et à l'entraide et à la solidarité. Et en fait, quand t'acceptes de te dire, en fait, factuellement, j'aurais besoin d'aide à des moments dans ma vie, que je tombe en panne en fauteuil roulant ou pas, d'ailleurs, au final, j'aurais tout le temps besoin d'aide. Mais je veux dire, on a tous besoin d'aide. Et en fait, heureusement qu'on vit pas tous en autarcie et que en mode self-made man, genre on a besoin de personne. Enfin, heureusement que c'est pas le cas, quoi. Et je trouve que quand tu déconstruis ce rapport à l'aide, en effet, t'es plus léger dans ton rapport au handicap, quoi.
Oui, petite précision, ça fait 17 ans que je suis diagnostiqué, donc ouais, non, ça vient pas du jour au lendemain. Loin de là. Et en effet, je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis on a tous besoin d'aide, valide ou handicapé d'ailleurs. Et sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un point où, parce que le capitalisme, l'aide a un prix. Ben non, l'aide n'a pas de prix. Et c'est peut-être cette vision-là, moi, qui me permet d'avoir le handicap aussi. Et ça me fait penser à un truc très important que j'ai envie de disser là-dessus, c'est qu'en fait, quand on parle de lutte anti-validiste, etc., il faut se rappeler en fait que dans nos luttes anti-validistes, en fait, on inclut aussi les métiers de l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup à avoir besoin de tous les métiers d'aide à la personne, et souvent, c'est des métiers qui sont mal payés, qui sont précarisés, qui sont principalement des femmes, des personnes racisées, etc. Et en fait, si on veut aussi participer à aider les personnes handicapées dans leur ensemble, il faut aussi lutter pour ces métiers-là, se rendre compte à quel point ils sont importants et à quel point ils sont dévalorisés actuellement dans la société. C'est terrible. Donc voilà, je voulais aussi dire que ça va de pair. On est dépendant de ces métiers-là souvent, mais ils ont aussi besoin de nous. Voilà. Ouais, je dirais juste qu'en fait, tu parles de métier, mais moi, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça va être considéré comme un métier encore. Auxiliaire de vie, assistant de vie, il n'y a pas de formation. La plupart des gens qui travaillent, comme tu dis, sont précarisés. Des fois, c'est des étudiants. On en est encore loin et c'est là où, en fait, le validisme, ça touche beaucoup plus que juste les personnes handicapées. Vas-y, Pauline. Non, mais c'est trop philosophique ce que vous dites. Je sais pas si je peux prendre la parole après ça. Moi, je trouve que justement, on pourrait aussi questionner le vocabulaire. Et sur la question de l'aide, où finalement on utilise ce mot, je trouve, enfin, moi je pense qu'on pourrait en faire une utilisation différente, l'utiliser comme toi tu dis sur le côté entraide en tant que société, et que par contre, comme c'est de l'aide à la personne, d'aide, bah, ce serait plutôt la compensation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et que là en fait c'est pas du tout la même chose. La compensation, c'est pas parce que il y a une notion de faiblesse ou quoi, c'est que la société est pas faite pour, donc c'est un droit compensatoire. Donc là c'est des compensations, donc c'est un droit, on le discute même pas, et que par contre l'aide qu'on peut avoir, c'est dans l'entourage, en disant, en faisant attention les uns les unes aux autres, et c'est à ce moment-là que ça l'est. Parce que finalement c'est utilisé un peu à tort et à travers, et c'est avec un côté très négatif à la fin, et avec ce côté très capitaliste. Alors on va bientôt abolir le capitalisme d'ici 2-3 ans, mais d'ici là, si on pouvait utiliser plutôt compensatoire, et même nous au quotidien à faire attention à l'utilisation de nos termes, ça pourrait être un début. Le plan est en marche. Le plan est en marche. Non, mais je suis très d'accord avec toi sur la notion de vocabulaire et surtout que la notion d'aide, je trouve qu'elle sous-entend encore une fois une hiérarchie. Il y a un aidant, il y a un aidé. Et ça veut dire beaucoup de choses, alors que l'entraide, bah non, on est au même niveau et en fait, je peux t'aider, mais dis-moi comment t'aider, en fait. Parce qu'encore une fois, on le dit régulièrement aussi à Dear People, si une personne ne souhaite pas être aidée, tu ne veux pas l'aider. C'est du 50-50. Oui, donc effectivement, je rajouterais qu'il y a aussi une notion de consentement dans l'aide, voilà, qui est aussi, on peut, il faut accepter l'aide. Quand je dis il faut accepter l'aide dans la conférence, c'est dans le sens d'accepter son handicap et d'accepter qu'on a des besoins de compensation, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter l'aide des gens qui veulent vous aider contre votre volonté. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais à ce propos-là, depuis tout à l'heure, je pense beaucoup aux personnes qui sont en situation, enfin qui sont handicapées au niveau intellectuel. Et qui, parfois depuis la naissance, et qui du coup sont forcés à avoir de l'aide dès la naissance, et où il y a un rapport d'aidant-aidé qui est très présent, et où il y a un gros travail à faire sur les représentations que les aidants ont sur les personnes handicapées, parce que de mon expérience, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont plus handicapées par la façon dont ils sont aidés que par le handicap, la déficience intellectuelle qu'ils peuvent avoir dès la naissance. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en institution depuis l'enfance, ou pas, mais qui du coup vivent avec ce handicap et qui subissent aussi ça, qui sont forcés de consentir.
pas du tout, ça ne marche pas, qui ne consentent pas à l'aide qui leur est apportée, et surtout que cette aide est aussi biaisée par toutes les représentations validistes. Oui, ça me rappelle quelque chose qui a été dit il n'y a pas longtemps, je sais plus où je l'ai entendu, mais qu'en fait, les personnes handicapées sont aidées par des personnes hyper validistes, en fait. Ce sont des personnes qui sont obligées d'être là. On parle du métier d'auxiliaire de vie. Souvent, c'est des gens qui font ce métier parce qu'ils ont besoin d'argent. Pas parce qu'ils ont du respect pour les personnes qu'ils aident, malheureusement. Et donc, en effet, comme tu dis dans les institutions, en fait, les gens ils vont être coincés dans des lieux loin de la société avec des gens qui vont les mépriser. Comment ça peut bien se passer? Après, pour mettre un petit peu de nuance, je vais faire un petit peu l'avocat du diable aussi. Je pense que dans les institutions, il y a un système qui est globalement maltraitant parce que même ceux qui veulent bien faire, qui sont formés, qui sont à fond, qui arrivent tout frais et plein d'énergie dans le métier, en fait, la réalité du système est tellement maltraitante que entre le manque de moyens, les règles qui sont déjà en place contre lesquelles ils peuvent pas lutter, le manque de personnel, etc., ils se retrouvent en fait finalement à devenir eux-mêmes maltraitants à force, alors qu'ils à la base ils étaient aussi plein d'énergie positive avec envie de changer le système, etc. Donc c'est aussi, je pense, le système dans son ensemble qui est maltraitant et qui, du coup, je le rappelle, et qui est dénoncé par l'ONU, le système institutionnel. C'est-à-dire qu'on est censé mettre en place des politiques de désinstitutionnalisation en France et on le fait pas. Voilà. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour avoir déjà eu quelqu'un qui travaillait dans le social ici sur une conférence sur le validisme, qui nous disait en fait, qui témoignait que en fait c'était le système qui l'obligeait à être validiste. On n'a pas dans un système qui nous offre les libertés de ne pas être discriminant. Il y a une dernière question au fond. Dernière au fond. Est-ce qu'on va arriver à tirer le micro jusque là-bas? Alors justement, par rapport aux institutions, moi j'aimerais bien parler du coup en tant que soignant et en tant que personne handicapée, parce que du coup j'ai un peu une fesse sur chaque chaise. Et justement, je suis complètement d'accord avec la notion d'horizontalité, qu'il y a des rapports hiérarchiques inhérents au fait d'être soignant-soigné, que de base il y a la personne qui sait, qui vient coller son petit jargon hyper inaccessible. Et il y a aussi la terminologie dans le monde médical du fait de patient. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Personnellement, je refuse de l'utiliser. Je refuse d'accepter toutes les directives. Sauf que du coup, ça oblige à sortir du cadre public et à se mettre en indépendant. Et ça demande un coût. Et du coup, on perd la notion d'accessibilité et c'est complètement impossible en tant que soignant de pouvoir se positionner à part en tant que associatif bénévole. Sauf que j'ai encore un loyer à payer. Donc, il y a toujours la question éternelle de comment on fait et un peu occuper toutes les positions à la fois, essayer de moyenner, de se débrouiller et de jongler avec toutes les situations. Et d'essayer de faire du coup le pont entre les autres soignants pour ouvrir un dialogue parce qu'il y en a quand même besoin, et en même temps entre les gens avec différents profils de handicap ou toute autre minorité, que ce soit les personnes queer, les personnes racisées, et ainsi de suite, pour s'assurer que tout le monde soit entendu. Et je trouve que c'est un peu une sensation d'écartèlement au final, de dire ok, c'est beaucoup quand même. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce qu'effectivement c'est pas des questions évidentes, et moi ça me fait penser à quelque chose que je dis des fois, en fait, c'est que finalement je pense qu'on a conscience que le système dans notre société est maltraitant pour les personnes handicapées, mais on accepte en fait cette potentialité de maltraitance parce qu'on considère au fond de nous les personnes handicapées comme un poids pour la société. Et ça explique pourquoi on accepte si bien que les personnes handicapées soient dans des institutions séparées de la société, soient maltraitées, etc.
parce qu'on se dit, en fait, c'est pas nous aussi, on se met un peu au-dessus d'eux en disant, si nous on est les personnes valides, voilà, on fait pas partie de cette caste-là, heureusement. Et voilà, il y a tout ce côté-là en fait finalement qui revient à ce qu'on disait sur la hiérarchisation des personnes, etc. Et donc du fait que voilà, je pense que les institutions au fond de nous, c'est cette part acceptable de maltraitance, voilà, qu'on cache un petit peu comme ça loin de nous, et je pense que vraiment on fera un énorme progrès dans la société le jour où on passera à une aide qui soit individualisée, qui soit réellement propre aux besoins, où on laisse les personnes vivre chez elles avec toute l'aide et les moyens dont elles ont besoin. Là on aura passé un cap absolument énorme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours, questions? Malheureusement, je pense qu'on n'a oui, pas le temps pour une nouvelle question au retour. Oui. Ces mots seront les derniers mots de cette conférence. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Oui, pour cette dernière, cette dernière OQG sur ce sujet, parce qu'il y aura peut-être des prochaines OQG sur d'autres sujets. Teaser, voilà. Il y en aura. Si jamais il y a des gens qui veulent en faire aussi, on peut aider à mettre ça en place. Tout à fait. Si vous avez des super sujets dont vous avez envie de parler avec Dear Valid People, n'hésitez pas. On peut mettre aussi en place des choses pour faire des mini-conférences thématiques. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Oui. Et sur ce, je vous dirais, si vous voulez réécouter les anciennes conférences, n'hésitez pas à les retrouver sur YouTube, les applis de podcast. Et vous pourrez retrouver celle-là très bientôt aussi. Et pour parler rapidement de Dear Valid People aussi, je rappelle que c'est une association et donc on vit des dons et des adhésions. Donc n'hésitez pas à nous porter un coup de main, soit par l'adhésion, soit par le don ou par le bénévolat si vous voulez faire des choses avec nous. C'est avec grand plaisir. Dear Valid People.